c'est un plaisir de vous voir pour ce rendez-vous traditionnel de présentation des résultats de la profession pour l'année précédente, qui sont maintenant tous disponibles et qu'on a consolidés pour vous donner une image la plus fidèle possible. Comme ça a été dit, j'ai à côté de moi Didier, Clémentine et Frédéric Parisot, avec lequel on va partager la présentation et on sera effectivement ravis de pouvoir répondre à vos questions. Christophe va passer les slides pour moi, c'est ça? Voilà, donc on attaque. Alors, 2023, on l'a caractérisé un petit peu comme ce qu'on s'était dit en début d'année, comme l'année de la reprise, et puis celle d'un très beau salon du Bourget. Comme vous l'avez vu dans les résultats individuels des entreprises, c'est une année de croissance des chiffres d'affaires. On va regarder ce que ça donne au niveau consolidé tout à l'heure. Et ça a été une année caractérisée par le fait que le trafic aérien mondial est revenu au niveau de 2019, donc voilà, 4 ans plus tard, avec beaucoup de disparités encore, et un trafic domestique plus important en proportion de 2019 que le trafic international, qui souffre encore de faiblesse, et en particulier du fait que la Chine est encore loin d'avoir retrouvé le trafic international de 2019. Et ce niveau d'activité en croissance du trafic aérien mondial s'est aussi manifesté pour notre activité par des niveaux de prise de commande dans le domaine civil record, avec, vous vous en souvenez, 2094 avions nets chez Airbus, ce qui est un record absolu, mais également des niveaux de prise de commande très importants. Et vous le verrez plus loin, des prises de commande dans le domaine de la défense qui sont élevées, mais en retrait par rapport à 2022. Vous vous souvenez que 2022 avait été une année absolument exceptionnelle sur les prises de commande défense. On a une bonne année en 2023, mais pas aussi exceptionnelle que 2022. Mais quand même, et c'est peut-être le point le plus important à illustrer dans cette planche d'introduction, donc beaucoup de demandes, beaucoup d'activités, croissance des carnets de commandes, niveau de prise de commande important, remontée, redressement des chiffres d'affaires, mais beaucoup de complexité à gérer et effectivement une remontée en cadence compliquée pour la supply chain au sortir du Covid, du point de vue de l'exécution opérationnelle, des effectifs, du fonctionnement des processus, et puis aussi d'un environnement réglementaire et géopolitique très complexe. C'est vraiment difficile de faire cette remontée en cadence. Et donc il y a beaucoup de challenges opérationnels pour l'ensemble de la filière. Donc c'est cette tension permanente qu'on a à gérer entre les difficultés opérationnelles et les succès commerciaux qui caractérisent 2023 et qui probablement vont continuer à caractériser 2024. Et 2024, ce qu'on a écrit est finalement l'illustration de ce que je viens de vous dire. Beaucoup d'activités, beaucoup de développement technologique aussi. On est en pleine transformation dans beaucoup de domaines. Le digital, la décarbonation, beaucoup de sujets qui sont liés à ces deux dimensions. Et également une situation un peu particulière chez les compagnies aériennes compte tenu de ce qui se passe autour de la filière européenne et de la difficulté à avoir des avions en vol. Et donc une situation de manque de capacité, de pénurie de capacité sur l'aviation commerciale qui est quelque chose qui va probablement impacter 2024 et potentiellement aussi 2025, voire 2026. Voilà. Donc 2024 continue à être la poursuite des remontées en cadence. Quelques chiffres intéressants. Un chiffre d'affaires à 70 milliards d'euros. On va voir comment ça se positionne par rapport à 2019 juste après. Environ plus 10%, plus 9 pour être précis. Un chiffre d'affaires à l'exportation également en forte croissance, environ plus 10% aussi. Vous voyez toujours une part très importante de l'exportation sur l'ensemble de la filière. Et un niveau de prise de commande à peu près stable. Je rappelle que l'année dernière avait été très important. Et donc 73% à l'exportation. Donc là aussi, une très grande proportion de l'exportation. Et une filière qui est toujours en 2023 très largement premier contributeur positif à la balance commerciale de la France. On y reviendra tout à l'heure. Si on met quelques années en perspective, là on a mis 5 années, ce qui est bien puisque ça nous
ramène à 2019 comme base de référence, vous voyez qu'on n'est pas encore revenu au chiffre d'affaires de 2019. Si j'illustre la situation avec celle d'Airbus, on a livré l'année dernière 735 avions, on en avait livré 863 en 2019. Donc ce que vous voyez là est le reflet de la situation individuelle des entreprises. Mais vous voyez qu'en proportion civile-militaire, le civil étant le bleu clair en bas, on est 3/4, 1/4, qui est à peu près ce qu'on avait avant le Covid, alors que ça a été assez fortement modifié pendant les années Covid. Et si on regarde maintenant l'évolution des prises de commandes, on voit encore beaucoup plus fortement l'impact du Covid, avec des prises de commandes à peu près divisées par 2 pendant l'année 2020. On retrouve ici, très visuel à l'écran, le rôle extrêmement important qu'ont joué les commandes défense dans les années 2021 et 2022, et une situation très atypique de 2022 où on avait 60% des prises de commandes militaires, et vous voyez que ça se réinverse en 2023 avec 70%, presque 70% de commandes dans le domaine civil, et un chiffre qui revient à des montants plus traditionnels, quoique importants, sur le militaire, et donc des niveaux de prise de commande en 2023 encore élevés, comme en 2022 pour les commandes France. Si on regarde quelques chiffres sur la partie civile, le marché a enregistré une progression très importante, on voit plus 16% à 52,3 milliards d'euros, donc les fameux 75% du chiffre d'affaires, et également une très grosse performance à l'export, puisqu'on a plus 20%, et également une croissance mais plus modérée sur les commandes, sur le chiffre d'affaires France, pardon. Et maintenant, si on regarde les prises de commandes, là aussi des évolutions très spectaculaires sur la partie civile, qui reflète ce qu'on a vu se passer sur le marché commercial, mais pas que, avec plus 65% sur les commandes civiles, dont un très gros chiffre d'augmentation sur l'export, et quasiment 39 milliards sur les 45 milliards à l'export, donc c'est vraiment de la prise de commande export, et 6 milliards France, avec aussi une croissance de 13%. Donc on voit que tout ça est très fortement tiré par l'export en général, avec des chiffres qui sont très satisfaisants. J'ai parlé des 735 livraisons d'Airbus comparées à 661 en 2022, donc une forte croissance. J'ai parlé des 2100 commandes nettes, mais ce qui est important, c'est que ATR a livré 36 avions contre 25 en 2022 et enregistré 40 commandes. Dassault a livré 26 Falcon et enregistré 23 commandes. Airbus Hélicoptère a livré 346 machines et enregistré 393 commandes. Daher a livré 56 avions et Safran livré 1622 moteurs, avec un backlog du LEAP qui s'établit à 10 675 moteurs. Voilà, donc énormément de travail devant nous, une remontée en cadence, mais néanmoins une augmentation de la taille des backlogs, c'est-à-dire que les prises de commandes ont été alimenter une activité future importante, et la remontée en cadence souffre de la difficulté, de la complexité de la situation, et encore beaucoup de cicatrices et de restes de la période Covid. Si je regarde maintenant ce qui se passe sur les activités défense, un marché qui recule légèrement à 17,9 milliards d'euros pour la partie chiffre d'affaires, et une baisse des livraisons à l'exportation de 25,5%, une augmentation sur la partie France, et en ce qui concerne les commandes, une année de référence 2022 qui était très particulière, donc il faut faire attention à ne pas tirer des mauvaises conclusions de 2023. 2023 est une année qui reste une bonne année, avec 20 milliards de commandes, comparé à 17,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 9 milliards à l'exportation et 11 milliards en France. Donc on voit que la prise de commande export totalement exceptionnelle de 2022 n'est pas renouvelée en 2023, mais vous allez voir que sur 2023, on a quand même avec Dassault une livraison de 13 Rafales, mais 60 commandes enregistrées en 2023. Donc ça reste une année très positive pour le Rafale.
MBDA a également eu de nombreux contrats couvrant la totalité des produits, et la situation géopolitique, évidemment, n'y est pas étrangère. Et avec Thales aussi, un très grand nombre de contrats sur l'ensemble de ses activités, voilà, avec des contrats importants pour les équipements du Rafale, pour la commande d'Aster pour la France, des radars GM400 pour l'Indonésie, la simulation des Rafale EAU. J'ai une longue liste de contrats sur l'activité défense de Thales également. Ce qui est important peut-être pour essayer de regarder par-delà la crise du Covid et de ses impacts, c'est de se comparer à où est-ce qu'on était en 2019, qui était l'année de référence de la croissance avant le Covid. Eh bien, 4 ans plus tard, on n'a pas encore retrouvé le niveau de chiffre d'affaires, ce dont on disait tout à l'heure, et vous savez qu'il y a eu quand même beaucoup d'inflation dans la période, donc l'écart absolu, il est probablement plus important que celui qui est à l'écran, hein, 74,3 milliards d'euros en 2019 contre 70 en 2023. Et vu la vitesse de croissance dans laquelle on est inscrit en ce moment, il est assez probable que l'année 2024 sera l'année où on devrait retrouver le niveau de chiffre d'affaires de 2019 au global. Des commandes qui sont en croissance par rapport à 2019, donc qui montrent cette dynamique forte que j'ai illustrée précédemment, et un niveau d'effectif qui a retrouvé les couleurs de 2019, en fait, qui dépasse maintenant le niveau d'effectif de 2019, et je passerai tout à l'heure la parole à Clémentine pour nous en parler un peu plus précisément. Si je regarde un peu plus spécifiquement ce qui s'est passé sur le civil, on a eu, donc je l'ai dit, une très forte hausse des commandes d'avions commerciaux, de moteurs. Là, vous avez le chiffre pour les moteurs libres commandés, plus de 2500, et beaucoup de succès également dans le domaine des hélicoptères. Je l'ai dit, des succès majeurs sur le Rafale, la défense, donc toujours une dynamique très positive. Une année qui a été marquée très fortement par les travaux sur la décarbonation. Le Salon du Bourget a été une opportunité extraordinaire pour la profession de montrer au grand public tout ce qu'on fait dans ce domaine-là. Un certain nombre de marqueurs un peu symboliques, comme le premier vol de l'hybride EcoPulse, de nos amis de Daher, en partenariat d'ailleurs avec Safran et Airbus. Et donc un certain nombre de choses maintenant vraiment visibles et vraiment qu'on peut toucher du doigt. Et puis un très bon début d'année 2024. Hein. Vous vous souvenez que l'année dernière, dans le niveau de prise de commande Airbus de 2023, on a vu les longs courriers prendre une part très importante. C'était quelque chose qu'on anticipait, qu'on attendait, mais qu'on a vraiment vu se matérialiser et qu'on voit continuer à se développer en 2024. Donc on est en montée en cadence aussi maintenant fortement sur les longs courriers pour retrouver les niveaux de cadence d'avant Covid aux environs de 2026. Et puis aussi un début d'année qui augure de bonnes choses dans le domaine de la défense. Et ici, on vous a mentionné la deuxième tranche Rafale Indonésie, la deuxième tranche des 18, qui est intervenue en ce début d'année. Ça contraste probablement avec la situation du spatial. Vous voyez ici que le spatial, c'est à peu près 10% de la filière en termes d'emploi, 19 000 emplois directs en 2022, alors que je vous ai mentionné le chiffre de 210 000 pour la filière complète en 2023. Hein, donc là, c'est un chiffre 2022, mais bon, en gros, c'est une dizaine de pourcents. Un chiffre d'affaires qui a baissé en 2023, environ moins 12% à isopérimètre, qui symbolise cette difficulté du domaine spatial, que ce soit dans le domaine des satellites ou des lanceurs. Une part importante à l'exportation, à peu près la moitié, et une part importante dans le civil, plus de la moitié, hein, presque les 2 tiers de l'activité dans le civil, donc ce 1 tiers militaire, 2 tiers civil, symbolisant la façon dont la filière s'organise en termes de dualité pour essayer de gagner quand même l'effet d'échelle qui lui manque terriblement quand on se compare à nos amis américains, puisque si on regarde l'ensemble de l'argent dépensé en Europe dans le domaine spatial et qu'on le compare aux États-Unis, on est presque sur un rapport 1 à 10, d'où l'importance d'arriver à trouver des relais pour avoir un effet d'échelle. Et puis on a été, à partir de la fin de 2022, dans une situation très problématique sur l'accès à l'espace,
avec, on s'en souvient, l'échec de Vega. En 2022, on a également perdu l'accès à Soyouz compte tenu de l'attaque russe sur l'Ukraine. Et les 2 derniers lancements en 2023 d'Ariane 5. Donc on est aujourd'hui en rupture d'offres sur le lancement et l'accès souverain à l'espace en Europe. Et on attend avec beaucoup d'impatience et beaucoup de travail, évidemment, le lancement d'Ariane 6, le premier lancement d'Ariane 6 qui est prévu pour ce milieu d'année et qui va nous faire retrouver l'accès autonome à l'espace pour l'Europe. Et donc ensuite la montée en cadence d'Ariane 6 qu'on va évidemment suivre avec beaucoup d'intérêt. Donc voilà, ce virage, c'est dans le domaine des lanceurs, également dans le domaine des satellites, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, avec beaucoup d'actions des acteurs du domaine pour se restructurer et se redonner de la compétitivité dans un environnement qui a très fortement évolué et qui est difficile. Sur les effectifs, je ne vais pas en dire trop parce que je vais te laisser, Clémentine, peut-être le faire. J'ai quelques chiffres quand même intéressants. 28 000 embauches en 2023. Je ne sais pas si on n'a jamais fait autant en une année. Donc beaucoup de salariés, et le 210 000, c'est le point haut, qui dépasse les 202 000 de 2019. 28 000 embauches. Donc effectivement, sur la partie embauche, un effet Covid effacé. Et quand on voit qu'on n'est pas exactement revenu au niveau d'avant Covid sur le chiffre d'affaires et qu'on dépasse le niveau d'avant Covid sur les embauches et le nombre de salariés, ça montre qu'on est dans une dynamique de croissance forte à nouveau. Et puis un certain nombre d'actions pour avoir accès aux jeunes diplômés et à l'ensemble des compétences en qualité et en nombre dont on a besoin, et un très bon niveau d'embauche encore en ce début d'année. 30% de femmes, vous savez qu'on a un très fort objectif de féminisation aussi pour avoir accès à plus de compétences et contribuer à l'équilibre homme-femme dans l'industrie. Et puis je m'arrête là parce que je vais te laisser, Clémentine, commenter ces chiffres, ces bons chiffres. 2024 est une année à nouveau d'enjeux. Beaucoup de défis, beaucoup sont des défis très positifs. La filière est en forte croissance. Il y a un très gros appétit pour nos produits et nos services, mais quand même des défis. D'abord celui de la souveraineté dans l'environnement géopolitique que nous connaissons et qui a un impact fort sur notre filière qui est très globale, qui est très internationale. Donc un enjeu de réduction des dépendances, un enjeu de sécurisation de l'accès aux approvisionnements, éviter les ruptures d'approvisionnement, des mots assez forts sur la réindustrialisation, des enjeux évidemment dans la défense, bien spécifiques sur la souveraineté, un enjeu de compétitivité qui est omniprésent, et compétitivité, j'allais dire 360 degrés, parce que l'ensemble des facteurs de coût de l'industrie sont tous à la croisée de forces complexes. L'énergie, on en a beaucoup parlé avec ce qui s'est passé depuis 2 ans. L'accès aux matières premières, c'est un sujet permanent et chaque sujet d'ailleurs est très spécifique. La difficulté d'accès aux ressources humaines, aux compétences, qui est vraiment un enjeu majeur. On s'en tire bien ici en France, mais pour la filière, ça reste un sujet important. Et puis globalement, l'environnement d'inflation dans lequel on est, et donc la difficulté à sécuriser des approvisionnements à des coûts acceptables quand on ne peut pas toujours, ou on peut rarement passer l'inflation, vu son ampleur, à nos clients, surtout quand on a des contrats de long terme pour lesquels les prix ont été prévus sur des durées longues. Et puis évidemment, ce que j'appelle la 4e révolution de l'aviation, c'est l'enjeu de la décarbonation. Avec un énorme travail conjoint et d'excellente qualité avec l'État, ici en France, pas seulement, mais en particulier en France, le CORAC, on en a beaucoup parlé, on pourra en reparler ce matin si vous le souhaitez, qui est vraiment une plateforme extrêmement efficace et adaptée à la préparation des technologies décarbonées de la décennie suivante, et aussi la nécessité de faire comprendre en France, en Europe, que d'autres acteurs s'y prennent également différemment, mais avec force,
pour préparer la décarbonation. Et le sujet le plus intéressant étant probablement de regarder ce qui se passe aux États-Unis, avec des leviers très différents qui sont utilisés, mais également beaucoup d'ambition sur le sujet. Et avec, en ce qui concerne l'utilisation des carburants durables, la montée en puissance des carburants durables, une approche très par mandat, par obligation, par contrainte, par réglementation en Europe, qui n'est pas nécessairement une mauvaise solution, mais qui est une solution très européenne, et aux États-Unis à peu près à 180 degrés, mais avec les mêmes objectifs de montée en puissance des carburants durables, l'utilisation de l'IRA, qui est donc par de la subvention, et d'essayer d'amener les carburants durables dans un prix, une gamme de prix qui soit compétitif par rapport aux carburants fossiles. J'imagine qu'il y aura des questions, donc je ne vais pas forcément être beaucoup plus long. Dans l'aéronautique civile, la crise, alors on parle du Covid ici, est derrière nous, mais en fait elle ne l'est pas. Elle est derrière nous dans ce qui concerne la demande. Très clairement, la demande de vol, la demande pour les compagnies aériennes est très importante. Elle est plus importante maintenant que ce qu'elle était avant le Covid. Mais sur la partie supply, sur la partie capacité à fournir cette demande, on n'a pas mis derrière nous le Covid, et on voit encore beaucoup de difficultés qui sont liées au fait qu'on est dans une industrie de long terme et que reconstituer les compétences, l'outil industriel, la performance qu'on avait avant le Covid, ça prend beaucoup de temps. Donc les enjeux, c'est de réussir cette montée en cadence. La demande qui est devant nous, la taille des carnets de commandes est une opportunité unique, extraordinaire, mais qui n'est pas évidente à assumer, à répondre. Et donc accélérer la transformation de la filière sur beaucoup de sujets, compétitivité, efficacité industrielle, mais également digitalisation, également les sujets de protection dans le domaine cyber, d'un monde qui est beaucoup plus hostile sur ces sujets. Et puis ne pas oublier qu'on est bon parce qu'on est compétitif. Et donc il faut le rester. Il ne faut surtout pas baisser la garde sur ce sujet-là. On a dans tous les métiers des concurrents qui sont en montée en puissance ou parfois en difficulté, mais qui vont s'en sortir et qui nous rappellent en permanence que la puissance des produits et des services ne fonctionne que si elle est associée avec une compétitivité qui est dans le temps, dans la durée, satisfaisante. Et puis un défi majeur, j'en ai parlé à moyen terme, qui est les transformations technologiques dans le domaine de la décarbonation, de la numérisation et puis de la connectivité. On en parle un petit peu moins, mais ça va de pair avec la digitalisation. Voilà. Donc une filière qui a des opportunités extraordinaires, mais qui a également des difficultés, des défis, des obstacles importants pour arriver à répondre à ces opportunités à la vitesse à laquelle on voudrait le faire. Et c'est très important de trouver le bon équilibre pour continuer à le faire dans le cadre des essentiels de notre industrie, qui sont la qualité, la sécurité, la conformité à la réglementation, qui sont les gardiens de la performance sur le long terme. Quelques mots sur l'aéronautique militaire. Compte tenu du contexte, c'est encore plus important que d'habitude. Une industrie qui est challengée, qui est sollicitée fortement par le politique compte tenu de la situation sécuritaire en Europe, avec la préparation ou je dirais le développement de l'outil industriel pour l'économie de guerre, en particulier sur tout ce qui est munitions, évidemment très fortement sollicité dans le contexte ukrainien qu'on a en tête et le soutien qui est apporté à l'Ukraine dans ce domaine. La volonté d'utiliser en quelque sorte cette crise comme une opportunité sur la simplification administrative, après des décennies de période de paix où la rigueur et je dirais l'obsession de faire les choses bien, mais au prix parfois de lenteur et de complexité et de coûts, laisse place à une volonté de simplifier et d'améliorer la performance des processus d'acquisition. L'enjeu de l'export, j'en dirai quelques mots, je pense, dans les questions et réponses, mais nous sommes une filière qui, sur la partie défense, repose sur des commandes qui sont très faibles par rapport à nos grands concurrents américains, un niveau de prise de commande, d'achat de matériel de sécurité et d'armement beaucoup plus faible en Europe qu'aux États-Unis, peu d'achats en Europe et beaucoup d'achats à l'extérieur, et donc la filière qui a besoin de faire de la dualité, je l'ai dit tout à l'heure, mais également d'accéder à l'export pour pouvoir maintenir une taille critique. Et donc vraiment un enjeu sur l'exportation
très très important et en partenariat avec les pouvoirs publics. Et puis cet enjeu de souveraineté de la BITD, on se rend compte, on en était déjà convaincus nous depuis longtemps, mais je dirais le public se rend compte que oui, ça n'est pas une évidence d'avoir une industrie de défense performante, souveraine. C'est quelque chose qui doit être protégé, encouragé, aidé. Et il ne faut pas en particulier qu'il y ait des obstacles de type difficulté de financement qui viennent se rajouter aux difficultés de taille critique dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc on a besoin de cette taille. La taille, c'est travailler ensemble. Et donc une souveraineté française se place dans le cadre d'une souveraineté européenne pour lequel il y a beaucoup de travaux en cours et beaucoup de bonnes intentions, mais probablement un peu de difficulté aussi sur le chemin. J'ai parlé de l'espace et de la difficulté dans laquelle la filière se trouve. Il y a des enjeux qui sont, nous le pensons, vitaux pour la décennie à venir, d'arriver à protéger, à nourrir la souveraineté française et européenne, avec un volet spatial France 2030 très important, qui a vraiment identifié ces difficultés et ces enjeux. Une filière, en particulier dans les satellites, un écosystème qui est en situation d'électrochoc et qui est en train de répondre à ces grandes difficultés, les acteurs individuellement ou collectivement, pour trouver des solutions à ces enjeux de transformation très rapide et d'infériorité d'effet d'échelle par rapport aux acteurs qui sont autour de nous. Je l'ai mentionné, je le redis ici, l'enjeu existentiel d'Ariane 6, mais qui va nous redonner une position très différente une fois qu'Ariane 6 sera en vol, et j'espère aussi beaucoup d'optimisme et de positif une fois qu'on sera passé de l'autre côté de cette période sans accès à l'espace. Et puis un cospace qui est en train de se renouveler, pour lequel on a besoin d'une gouvernance plus inclusive avec le New Space, avec les startups et les pouvoirs publics. On n'a jamais eu autant besoin d'une filière cohésive compte tenu de ces défis. Voilà. Et l'espace qui va continuer à jouer un rôle très important dans le domaine de la défense, de l'observation de la Terre, des communications civiles, militaires. Donc il ne faut pas croire que parce que l'espace est en difficulté dans la filière en ce moment, il n'est pas essentiel pour la suite. Voilà, j'ai maintenant le plaisir de passer la parole à Didier et puis ensuite à Clémentine. Didier qui va nous parler d'une initiative qu'on a prise il y a 18 mois maintenant, qui a consisté à faire rentrer, avoir l'idée de faire rentrer des startups dans le GIFAS, et 18 mois plus tard, une situation très très positive, et je laisse à Didier le plaisir et le privilège de vous en dire quelques mots. Effectivement, les enjeux de la filière sont nombreux, on l'a vu, et le GIFAS a un rôle déterminant et assez exceptionnel par rapport à d'autres filières en France ou à l'aéronautique, la défense et l'espace dans d'autres pays européens ou américains. On a ouvert cette initiative de faire entrer les startups, on en a déjà 64 et on a un succès croissant puisqu'on fait 3 ou 4 sessions d'admission par an, on a plus d'une dizaine de candidats à chaque fois, donc il y a un vrai enthousiasme qui reprend d'ailleurs pas mal la filière puisque les 2 tiers sont aéronautiques, 1 tiers est spatial. Tu disais, Guillaume, combien il faut se transformer dans le spatial et ça va nous aider. Et la dualité dont tu parlais, on la retrouve aussi puisque 28% des startups sont ou défense et aéronautique ou défense et spatiale. Donc c'est un vrai succès, à tel point qu'on les a organisés, qu'ils ont maintenant un bureau, qu'ils vont venir présenter les résultats de leurs travaux au niveau des équipementiers, au niveau du GIFAS. Un vrai succès qui va nous donner agilité, réactivité, de se confronter à cette façon différente de penser. On pense que c'est un vrai plus. On en est très fiers et ça fait partie des missions du GIFAS. Et plus globalement, si on avance, page suivante, s'il te plaît, Christophe, on a beaucoup d'enjeux dans la filière. Guillaume a dit combien on était avec des perspectives exceptionnelles, avec 10 ans de visibilité sur le civil, avec des perspectives de croissance importantes. Et le rôle du GIFAS ici, c'est de nous aider à réussir sur un PUP qui est fondamental, puisqu'on est dans une chaîne de valeur complexe. Une défaillance peut avoir des conséquences sur l'ensemble de la chaîne. Et le GIFAS œuvre beaucoup pour ça, pour renforcer et soutenir la supply chain, et surtout préparer la transformation nécessaire de cette filière avec des initiatives dans tous les domaines. On a mis en place pendant le Covid un certain nombre d'outils pour éviter le collapse de l'ensemble de la chaîne, qu'on a préservé
maintenant pour continuer à suivre et monitorer ce qui se passe. C'est une task force, c'est des watchtowers, c'est la médiation qui nous permet d'une part de limiter, d'anticiper les défaillances impactantes pour la supply chain, d'accélérer par la mise en relation les enjeux de consolidation. On sait que c'est un enjeu important pour soutenir cette croissance et surtout pouvoir soutenir l'ensemble des croissances à venir, que ce soit dans le civil, dans le militaire ou dans le spatial, les hélicoptères. L'ensemble des segments sont concernés, sont en croissance et il faut qu'on puisse s'adapter à ça. Parce qu'il y a des transformations fondamentales. On a parlé en début d'année, lors de la conférence de presse, des enjeux de financement pour financer et les remboursements de PGE au niveau des équipementiers et la montée en cadence. Et donc, ça a été adressé, ça a été traité. On commence dans des discussions avec les banques, avec l'État, à trouver des moyens de limiter cet impact. Mais il y a aussi beaucoup d'enjeux d'adaptation opérationnelle. Tu disais, Guillaume, que la productivité est un enjeu. On est encore très en dessous des chiffres de 2019 partout. Les enjeux de compétitivité sont fondamentaux parce que l'objectif, ce n'est pas de soutenir des situations difficiles, c'est de s'adapter à ce que sera le marché de demain. Et on est aussi là très, très, très fiers de l'initiative Aéro Excellence où les 4 donneurs d'ordre ont donné un standard commun, que ce soit en termes de cybersécurité, en termes de productivité, en termes de qualité, et qui aide énormément à transformer plus rapidement vers une vision commune qui est celle de la supply chain française, qu'on est en train d'étendre à l'Allemagne et au Royaume-Uni, de façon à avoir ce standard européen commun, qui va nous permettre d'adresser ces sujets. C'est le rôle fondamental du GIFAS, parce qu'on a aussi cette solidarité nécessaire de mise en contact permanent, et nos réunions permanentes tous les mois nous permettent aussi d'avancer sur ces sujets-là, de façon à ce qu'on puisse adresser l'ensemble de ces sujets. Voilà le rôle du GIFAS. Mais pour réussir, il faut recruter, et Clémentine va nous expliquer tout ce qu'on a fait sur le sujet en 2023. Merci Didier, bonjour à tous. Oui, donc en effet, défi relevé en 2023. Bon, on avait quand même le salon du Bourget qui nous a un peu aidé, parce qu'il y a eu des gros coups de communication qui ont été effectués au Salon du Bourget avec des job dating, avec le lancement d'Aéro Recrute. Donc les embauches ont été pourvues. Ça fait une croissance sur les effectifs de 14 000 emplois qui ont été couverts par les 28 000 recrutements de 2023. Donc vous avez sur le slide les différentes répartitions avec un point important qui est 45% d'ingénieurs. Donc la filière reste le premier recruteur en ingénierie, filière aéronautique. Donc on a repris nos galons en termes d'attractivité pour les ingénieurs. Un point important, c'est quand même les opérateurs et les étames. Et là, ça en vient au sujet de l'alternance. Donc les 11 000 alternants fin 2023. C'est quelque chose qu'il faut maintenir. Aujourd'hui, le soutien de l'État sur l'alternance est un peu vacillant, donc il faut vraiment continuer à permettre l'alternance dans nos métiers, puisque pratiquement dans les 28 000 recrutements de l'année dernière, il y avait quand même 10 000 jeunes diplômés et alternants. Donc c'est une manne pour notre filière et on est très attractif. Il faut continuer ces soutiens. Les prévisions 2024, donc c'est encore un sacré challenge sur le Bourget cette fois-ci, avec pratiquement 30 000 embauches en CDI et 6 à 7 000 alternants. Et donc ce défi, on va le relever avec différents dispositifs qu'on a mis en place au sein du GIFAS. L'Aéro Recrute, donc qui était déjà en place en 2023 et qui consiste avec les soutiens de l'État de France 2030 notamment, à mettre en valeur l'attractivité de nos métiers, donc des films dans les entreprises, de la présentation de nos métiers. Il y a aussi la charte féminisant les métiers de l'aéronautique, puisqu'on a atteint 30% des recrutements l'année dernière ont été faits pour des femmes. Donc on est quand même sur une belle courbe ascendante sur le recrutement des femmes avec cette charte. Et puis les ambassadeurs des métiers, donc il y a des opérations qui sont menées en région régulièrement par les équipes du GIFAS en s'appuyant sur les clusters, sur les organisations régionales pour mettre en avant vraiment les métiers de l'aéro et être le plus pratico-pratique, parce que les difficultés ne sont pas tellement dans les 45% d'ingénieurs mais plutôt dans les opérateurs et les techniciens qu'on recherche. C'est extrêmement tendu et il en va cette formation de nos techniciens impacte énormément la productivité, puisque le mieux ils sont formés, le plus les entreprises sont productives et compétitives.
Et on part quand même de très loin, puisqu'en 2021, on était un effectif global de la filière à 188 000 personnes. Donc la remontée en puissance, elle se fait forcément avec des gros enjeux de formation et de montée en compétences. Les industries donc implantées sur le territoire national, donc on voit qu'on a vraiment une empreinte vraiment à l'échelle nationale dans tous les territoires. Ce qui est parfois un plus, mais parfois assez compliqué quand même, et notamment quand il y a des gros industriels qui sont au milieu des petites PME. Bon, la tension est telle qu'il y a des petits jeux de mercato qui ne sont pas toujours faciles à tenir, mais la filière joue son rôle justement de communication, et quand il y a des soucis, on essaye de les résoudre en bonne intelligence. Donc voilà, des bassins d'emploi partout en France, de l'attractivité de nos métiers donc, qui est repartie en forte croissance dans les recrutements, et on continue cette année avec de nouveau entre 25 000 et 30 000 embauches. À toi la parole, Guillaume. Merci Clémentine. C'est ma dernière planche, c'est peut-être une planche de synthèse. D'abord pour vous confirmer que les chiffres de 2023 en matière de contribution de la filière à la balance commerciale française, c'est plus de 30 milliards de contributions positives à une balance commerciale globalement en déficit, donc c'est absolument essentiel pour le pays. Et on est quasiment revenu aux chiffres de 2019 qui étaient légèrement supérieurs à 31 milliards d'euros de contributions positives. Donc un très gros exportateur net pour notre filière. Une filière qui est en rebond très fort, en croissance très forte. On va croiser les chiffres de 2019 cette année sur une forte croissance avec des carnets de commandes qui n'ont jamais été aussi remplis, mais qui sont en tension très fort avec la capacité de la supply chain à faire cette montée en cadence à la vitesse dont on aurait besoin, et le besoin en permanence d'essayer de trouver cet équilibre entre la croissance la plus élevée possible pour servir ces carnets de commandes, mais pas trop élevée pour pouvoir emmener l'ensemble de la chaîne de fournisseurs dans toutes ces dimensions, en particulier recrutement, formation, qualification, qualité de ce qu'on fait, évidemment. C'est un défi permanent de cette vitesse de croissance. Une filière qui est très organisée, comme toujours, au sein du GIFAS, en équipe, avec beaucoup de dimensions compliquées en ce moment qu'on adresse ensemble. On a parlé des recrutements, on a parlé de la rentrée des startups, on a parlé des technologies, on a parlé de la digitalisation, de la décarbonation, et on a énormément de sujets réglementaires, on a parlé de la difficulté d'accès aux matières premières, de la logistique, donc tous ces enjeux auxquels on répond collectivement, et avec un soutien fort aux ETI, aux PME, qui sont à la croisée de toutes ces difficultés sur des tailles souvent beaucoup plus petites et donc beaucoup plus compliquées. Une filière qui met la soutenabilité, la RSE au centre de ses préoccupations, aussi parce que la décarbonation est un enjeu absolument majeur pour la filière, et l'ambition d'être la filière dans le monde qui est la plus active et qui est en ligne, en pointe sur la décarbonation des industries, mais aussi des technologies et demain de ces produits. Et puis une filière qu'on a osé caractériser comme résiliente, parce que quand on regarde ce par quoi on est passé ces dernières années, et qu'on est encore quasiment tous ensemble à faire cette montée en cadence, à répondre à ces défis, je pense qu'on peut considérer qu'on a trouvé la forme de résilience satisfaisante auquel on osait croire, auquel on osait rêver dans les moments les plus sombres de 2020, et où on prenait des actions en n'étant pas très sûr de ce qui allait venir devant. Finalement, le résultat, quelques années plus tard, est satisfaisant. Voilà. Donc, beaucoup de raisons d'être optimiste, mais aussi beaucoup de travail, beaucoup de défis à surmonter, beaucoup de difficultés, et globalement, cet équilibre pour continuer à avancer, avec un salon du Bourget 2023 qui a été une réussite exceptionnelle, et c'était ce qu'on espérait, avec beaucoup d'actions qui ont été lancées pour montrer nos technologies, pour montrer les métiers, pour attirer, pour embaucher, et un salon du Bourget, le 55e salon du Bourget en 2025, dont je vous donne les dates 16 au 22 juin sur cette planche, je vous donne rendez-vous
pour ce salon du Bourget qu'on espère aussi et qu'on prépare comme un autre très grand salon. Le salon du Bourget étant, vous le savez, le plus grand salon aéronautique au monde, quasiment, pas quasiment, plus de 2 fois plus gros que le deuxième derrière lui. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel ici en France et qui est aussi le porte-drapeau, le symbole du dynamisme de la filière. Donc on est évidemment très attaché et comme on en est responsable et comme on en est en charge, on va s'assurer que ce soit une autre très grande réussite. Voilà, je termine avec ce point de rendez-vous dans légèrement plus d'1 an pour aussi vous montrer qu'on est dans une dynamique de long terme et que les carnets de commandes dont tu parlais, Didier, de 10 ans d'activité, nous donnent une visibilité assez extraordinaire, assez incroyable, qui justifie des investissements, des embauches et une vision de long terme particulièrement exceptionnelle.